pense qu'évidemment, l'expérience que nous avons de ce monde dans lequel nous sommes, c'est qu'il est très difficile de s'isoler et de se déconnecter de toutes les infos qui nous assaillent. Bon, c'est devenu tellement obsédant, tellement étouffant, tellement aliénant que je serais assez favorable à ce que à conseiller aux gens et à me conseiller à moi-même d'observer des cures médiatiques, de couper la télévision, de ne pas avoir de télévision, ou d'aller passer un week-end dans la nature ou dans une abbaye ou n'importe où on puisse faire silence. Bon, ça c'est vrai. Je pense aussi qu'à l'époque de Montaigne, toute chose étant à prendre en considération, il y avait autant d'agitation, il y avait une guerre civile, guerre de religion, il y avait des épidémies, il y avait des catastrophes naturelles, et quand Montaigne semble être au repos dans son château, les événements viennent frapper à la porte. Henri de Navarre ne le laisse pas tranquille, il vient, il lui demande l'hospitalité, si mes souvenirs sont exacts. Ou bien il quitte Bordeaux ou ne retourne pas à Bordeaux à cause de la peste, mais la peste le rejoint bien entendu en Dordogne et l'oblige même à quitter son château et à errer sur les routes de France pendant quelque temps. Donc voilà, il est en plein dedans. C'est vrai que cette image de la librairie, je disais tout à l'heure, elle est vraiment une image d'Épinal. Voilà, pour les visiteurs, quand on retourne là, on voit, bon, c'est très beau, on s'imagine qu'on aimerait bien être là. Bon, d'accord, c'est pas très confortable, mais bon, avec un petit feu de cheminée dans la pièce en dessous, ça pourrait résister à l'humidité ambiante. Mais en même temps, il ne faut pas croire que Montaigne se soit jamais coupé du monde. Jamais coupé du monde. Il a même en employant un mot qui est mais un engagement réel, en même temps avec peut-être cette petite cette possibilité qu'il a, pas une petite, mais cette possibilité qu'il a de temps à autre de faire ce pas de côté qui lui permet de jeter sur ces événements un regard peut-être plus critique. Il ne peut pas y avoir, mais d'ailleurs ça me paraît une évidence, il ne peut pas y avoir de vie sans relation à l'autre. Donc voilà, lorsqu'il a réglé ses problèmes domestiques, comme il dit, avec sa femme, bon, les enfants malades, ceux qui meurent, etc., les problèmes avec sa mère, bon, les problèmes avec les valets qui cultivent ses vignes et qu'il est capable d'engueuler très fort ou même de frapper quand ils font pas le travail qui est le leur, plus les émissaires qui sont envoyés de Catherine de Médicis, d'Henri de Navarre, voilà, il a quand même pas mal de choses qui le relient au monde. Et encore, les périodes donc qui sont consacrées à l'écriture, il faudrait calculer ça, d'autres le feront, mais combien ça représente de temps réel par rapport à l'ensemble à partir de 1571, pardon, où il prend la décision d'écrire et jusqu'à sa mort, combien de temps passe-t-il véritablement à écrire? Je pense qu'on serait surpris de voir que c'est pas très très important, c'est pas en tout cas l'essentiel de son emploi du temps et de ses occupations. Et c'est Christophe Bardin, dans le livre qu'il a consacré à Montaigne, dont je parlais tout à l'heure, qui dit que en vérité la librairie dans le château de Montaigne, c'est un lieu stratégique. Effectivement, il peut y être tranquille,
il est assez éloigné, on va dire, de la partie habitable de la maison, mais il y surveille tous les va-et-vient et il sait exactement qui fait quoi à quel moment. Donc c'est en même temps voilà, il a une position là de domination, on va dire, si vous voulez, il occupe un pôle stratégique. Et ça, c'est important, parce que il n'est pas fermé. La librairie n'est pas fermée, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures.